Bonjour, bonsoir plutôt. Loïc Josserand, je vais être super rapide. D'habitude, je suis un peu bavard, donc là, je vais essayer de me tenir vraiment très fermement, puisqu'il faut qu'on tienne le temps. Voilà, donc je suis très heureux. C'est la deuxième conférence de ce type, organisée par Philippe Charlier. Aujourd'hui, nous avons donc le plaisir d'accueillir Mathieu Davina qui va nous parler du château de Versailles. Je ne sais pas si c'est le château d'ailleurs. Les corps dans le château. Voilà, comme ça, je te laisserai dire Philippe et Mathieu aussi, vous le direz bien mieux que moi. Donc voilà, donc là, ce qui me fait plaisir ce soir, c'est qu'il y a beaucoup de têtes que je ne connais pas. Et ça, c'est l'objectif de ces conférences, c'est justement de faire venir du monde et d'ouvrir l'UFR au-delà de son public habituel. Donc c'est vraiment, j'en suis très content et je vous remercie d'être là, puisque c'est vraiment un de nos objectifs, c'est de partager cette connaissance, de partager cette connaissance tout simplement que nous apporte et que nous fait le plaisir et l'amitié que nous apporter Philippe à travers des intervenants toujours de grande qualité. Donc je te remercie Philippe une nouvelle fois et je te passe la parole pour lancer les choses. Merci. Merci beaucoup Monsieur le Doyen. Mathieu Davina qui est ici va parler aujourd'hui. Il est historien de formation, c'est un grand spécialiste du château de Versailles et de cette période qui est le XVIIe et XVIIIe siècle, et c'est surtout le directeur scientifique du centre de recherche du château de Versailles. Il va parler pendant une demi-heure à peu près, et ensuite nous aurons un temps d'échange, d'abord lui et moi, je le passerai à la question, comme on dit, et puis ensuite vous pourrez vous aussi évidemment intervenir et lui poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Merci beaucoup Mathieu d'être présent, merci à vous d'être là aussi. Maintenant, place aux morts et au corps de Versailles. Merci à toi. Bonsoir à tous. Alors, je vous remercie sincèrement. Déjà, je remercie Philippe de m'avoir invité pour venir parler parmi vous et de vous voir si nombreux. Je ne vous cache pas que j'avais calibré cette communication. On m'avait donné un petit créneau d'une heure et demie, mais donc on va essayer de ramasser tout ça. Je vais essayer de ne pas lire trop mes notes. Et donc, je vais vous parler du corps du roi, essentiellement depuis Louis XIII jusqu'à Louis XVI. Et finalement, depuis le Moyen-Âge, ce corps du roi de France revêt un caractère assez sacré depuis sa naissance. On sait que depuis le baptême de Clovis en 496, mais également la création des États pontificaux par Pépin le Bref, ou encore les croisades de Louis IX, c'est-à-dire Saint-Louis, ça a conféré au souverain français un statut particulier qu'on a appelé le roi très chrétien et le fils aîné de l'Église. Alors, si ces caractéristiques semblent ne s'appliquer pleinement qu'à partir du moment où il a été sacré, il n'empêche que dès sa naissance, le corps du roi revêt un caractère sacré. Et pour vous démontrer cette idée, je vais développer mon propos en 4 points. Et tout d'abord, je vais m'intéresser aux grands événements de la vie du roi, des grandes étapes de la vie chronologique du roi, en m'attardant tout d'abord sur la naissance du souverain. Le futur roi, avant même de naître, est déjà l'objet de la curiosité publique, et il est vrai que la reine, qui n'a aucun pouvoir politique en France, est réduite, excusez-moi l'expression, à un simple ventre, voire à une mère porteuse, puisque son but c'est de donner naissance à un héritier à la couronne. Et c'est vrai que dès l'annonce d'une grossesse, vous avez ici un tableau qui est assez extraordinaire, qui représente Anne d'Autriche enceinte de 8 mois. On a très peu en fait de représentations de ce type, et d'autant plus que Anne d'Autriche Anne d'Autriche et Louis XIII ont mis 23 ans à avoir un enfant. Donc vous avez ici une représentation assez symptomatique et assez spectaculaire de la reine enceinte. La reine, partir d'un certain moment, va accoucher en public. Alors, il y a des raisons à cela que je vais vous expliquer et qui tiennent à beaucoup de choses, et notamment à partir de Louis XIII. Il faut savoir que si on parle d'un accouchement public, ce n'est pas tout le public, évidemment, qui accouche, du moins tout le monde qui assiste à l'accouchement. Il faut savoir que l'espace est compartimenté autour de la chambre de la reine. Je vous ai mis ici un plan de Versailles qui date à peu près du moment où, donc je ne sais plus de quelle époque il est, 1785, donc au moment de Marie-Antoinette, puisque je vais vous montrer quelques représentations de l'accouchement de Marie-Antoinette.
Et vous voyez, au numéro 1, c'est la chambre de la reine, c'est ici où on installe, y compris dans cette chambre, au moment même où elle est dans son lit, c'est-à-dire qu'elle est dans son lit tant qu'elle n'a pas les dernières contractions, voilà, les dernières contractions, et elle, dès lors qu'elle a ces contractions, on la met dans un lit de travail et il y a une espèce de tente dans laquelle elle est protégée des regards et seul le corps médical est amené à venir l'assister, et tandis que la famille royale patiente dans le salon de la guerre que vous voyez, salon de la paix pardon, que vous voyez au numéro 2 tout en haut, et que le reste de la cour se répartit à partir de la pièce numéro 3, le salon des nobles, et même au-delà, et ça n'empêche qu'il peut y avoir des allers-retours entre la famille royale et la reine pour essayer de la soutenir dans son accouchement. Alors, évidemment, il y a aussi, là vous avez des représentations, alors un peu fantasmées, on va dire, de la première naissance du premier enfant de Louis XVI et de Marie-Antoinette en 1778 et la naissance du premier dauphin en 1781. Tout cela pour dire que cet accouchement public a des raisons évidemment politiques. Il s'agit de reconnaître le sexe de l'enfant, qui est immédiatement noté par le garde des Sceaux et chancelier de France, mais également pour s'assurer qu'il n'y a pas de substitution et que l'enfant à naître est bien le bon enfant de la reine. Tout cela pour vous dire que finalement, l'idée d'un frère jumeau de Louis XIV, qui a été popularisé par le roman d'Alexandre Dumas, est totalement impossible, puisque Louis XIV, qui est né à Saint-Germain en 1638, est déjà né en public, a été accouché en public par la sage-femme. Alors, au moment de la naissance d'un dauphin, cela donne lieu à un certain nombre de cérémonies, et notamment alors, je ne vous ai pas mis ici, parce que vous avez la naissance de Louis XIII en 1601, puisque c'est vraiment à partir de Louis XIII que c'est Louise Bourgeois, qui est la sage-femme qui a accouché Louis XIII, qui a écrit un ouvrage sur l'accouchement, qui évoque l'idée que c'est la première fois qu'on met véritablement l'accouchement en public. Et je vous ai mis aussi ici le premier accouchement de Marie Ledzinska, qui est l'épouse de Louis XV, puisque ce sont des jumelles. Donc évidemment, il faut que ça soit notifié aussi que l'enfant est seul, le sexe, etc. Et comme le roi, je vous l'ai dit, en tout cas l'héritier masculin est le seul qui compte, il y a 101 coups de canon qui sont tirés pour la naissance d'un garçon et d'un dauphin, tandis qu'il n'y en a que 21 coups pour une princesse ou un frère puiné, c'est-à-dire né après le premier-né. Donc là, je passe rapidement maintenant au cérémonial et rituel, et dès lors qu'on a compris que le corps princier revêt un enjeu particulier, on comprend l'ensemble des rituels et cérémonies qui en découlent. L'habit du futur roi est scandé par plusieurs événements qui viennent renforcer son caractère sacré, et je vous l'ai dit en introduction, il y a évidemment la cérémonie du sacre qui vient définitivement acter que le corps du roi est sacré. C'est une cérémonie qui dure relativement longtemps, puisqu'elle dure plusieurs heures, et ça a lieu à Reims en 1654 pour Louis XIV, et il prend dès lors son nom de lieutenant de Dieu sur terre, c'est-à-dire tenant lieu. C'est-à-dire le terme de lieutenant, c'est tenant lieu de, et il va avoir dès lors un rôle extrêmement important, et cette valeur symbolique, par ce geste, la personne du roi devient totalement intouchable, et lui porter atteinte de quelque manière que ce soit est totalement impensable. Il est donc le représentant de Dieu sur terre, et son sacre a fait de lui loin du Seigneur, et lui confère ce qu'on appelle un pouvoir thaumaturgique, c'est-à-dire le pouvoir de pouvoir soigner les scrofuleux, c'est-à-dire, vous savez, avec la fameuse formule « le roi te touche, Dieu te bénit ». Dieu te bénisse, qui deviendra Dieu te bénisse au XVIIIe siècle, mais il ne faut pas y voir un doute, même si évidemment ce subjonctif introduit évidemment un doute au cours du XVIIIe siècle. Dans ces cérémoniales, on se rend compte évidemment que par le côté sacré du souverain et l'idée de ce corps intouchable,
il y a évidemment une contradiction avec la tradition de la monarchie française qui se veut accessible. Ça fait partie de la tradition de la monarchie française d'être totalement accessible. Et vous avez ici une citation des mémoires de Louis XIV en 1662 qui, évidemment, parle de cette particularité française par rapport notamment à la monarchie espagnole où le roi est caché. Alors évidemment, cette accessibilité est limitée dans la mesure où si vous pouvez effectivement parler au roi, il faut que celui-ci vous adresse le premier la parole. Donc c'est comme aujourd'hui avec le roi d'Angleterre, vous avez le droit de parler au roi d'Angleterre, mais il faut d'abord qu'il vous adresse la parole pour pouvoir lui parler. Donc ça limite évidemment la conversation. Mais évidemment, cette idée que le roi puisse circuler partout dans son palais, puisque Versailles est une résidence ouverte au public, cela crée évidemment des risques de sécurité et le roi, lorsqu'il circule à l'intérieur de son palais, est entouré par tout un corps de garde qu'on appelle la garniture, avec son capitaine des gardes du corps français et son capitaine des gardes suisses, qui est aussi un capitaine des gardes du corps. Néanmoins, cette circulation n'empêche pas évidemment les attentats, et on pense en premier lieu à l'assassinat d'Henri IV, la Ferronnerie, en 1610 par Ravaillac, ou encore à ce qu'il y aura plus tard, en 1757, la tentative d'assassinat de Louis XV par Damien. Et c'est ce qu'on appelle alors un crime de lèse-majesté. Je vous ai mis ici la définition qu'en donne un dictionnaire juridique au XVIIIe siècle sur le crime de lèse-majesté, sur le régicide en fait, où vous voyez qu'il y a la majesté offensée et la majesté, ce qui regarde à la fois la majesté divine et la majesté humaine. Et dans la mesure où le roi, on le verra plus tard, est à la fois homme et Dieu, il y a évidemment les deux crimes de lèse-majesté qui sont en jeu, et finalement cela va donner lieu à des sanctions, en tout cas des condamnations des régicides extrêmement graves, pas graves, mais en tout cas violentes, on pourra en reparler si vous le souhaitez, sur les supplices à la fois de Ravaillac, mais également de Damien, même si Damien n'a pas tué Louis XV, c'était l'intention qui est condamnée. Et on a aussi cette anecdote qui est assez drôle, c'est-à-dire qu'au moment où Damien tente d'assassiner Louis XV en 1757, on sait, je vous ai dit, que le roi, normalement, lorsqu'il circule à l'intérieur de son palais, est entouré par son capitaine des gardes du corps, mais également un certain nombre de gardes, ce qui n'a pas empêché Damien de le frapper au niveau du haut du corps. Et Louis XV a eu cette phrase assez extraordinaire à son capitaine des gardes, le duc d'Ayen, lorsqu'il est arrivé et qu'il avait un peu repris ses esprits, « Avouez, monsieur, que je suis bien gardé. » Alors, j'en viens évidemment avec ces attentats, avec cette atteinte au corps royal. Ces attentats permettent aussi d'évoquer le suivi médical dont fait l'objet le souverain. En effet, après la tentative manquée de Damien en janvier 1757, tous les mémorialistes s'attachent à rendre compte au jour le jour de la santé royale et de son évolution. En fait, ce suivi vaut dès la naissance des princes et vous avez ici un portrait de Jean Hérouard, qui est le premier médecin de Louis XIII dès sa naissance en 1601 et qui le restera jusqu'à sa mort. Alors la mort du médecin et non pas de Louis XIII en 1628. Et vous avez l'incipit, c'est-à-dire la première page du journal d'Hérouard, qui quotidiennement va noter de façon extrêmement factuelle et très précise les sels, la couleur des sels, ce que boit le dauphin, ce qu'il mange, à partir de quand il a ses premières dents, quand est-ce qu'il lui donne pour la première fois de la viande. Donc c'est extrêmement factuel et très précis. Alors ça peut évidemment paraître d'un ennui sans nom, peut-être pas pour Philippe, mais en tout cas, à travers les lignes, au-delà, même si sa volonté, il dit qu'il ne veut pas entrer dans les considérations politiques et sur ce qui se passe, évidemment, on arrive à lire tout un univers historique avec ce journal qui fait 2 gros volumes de plusieurs milliers de pages qui a été publié par Madeleine Foisil dans les années 80. Alors, pour Louis XIV, rien de tel. On a effectivement un journal de santé de Louis XIV qui a été fait par ses premiers médecins, que ce soit Antoine Vallot d'Aquin ou Fagon, mais qui reprend uniquement les grandes maladies ou les grands événements médicaux du soin. Donc on n'a pas quelque chose au jour le jour
comme l'avait fait Jean Hérouard pour Louis XIII. Néanmoins, on s'aperçoit que les premiers médecins tiennent une place extrêmement importante dans la vie du souverain, puisque cette faculté, comme on l'appelle, que ce soit le premier médecin ou le premier chirurgien, sont parmi les plus intimes, dans la mesure où ils approchent le corps du roi, lequel est sacré, donc auquel ils peuvent attenter, leur donne évidemment une proximité, une intimité avec le souverain, et ils ont ce qu'on appelle les entrées particulières. Je vous ai mis ici au milieu à partir de ce qu'on appelle les États de la France, en fait, qui est une publication qui est plus ou moins régulière à partir du XVIIe jusqu'au XVIIIe siècle, et qui donne le rôle de chacun des officiers domestiques dans la maison du roi. Et vous voyez que les médecins, donc vous avez ici les entrées familières, on décrit ce que sont les... Et en haut, vous avez M. Chicoineau, qui est le premier médecin, et M. de la Martinière, Pichot de la Martinière, qui bénéficient de ces premières entrées, et en fait, qui sont des entrées véritablement familières, parce qu'elles ne comptent pas vraiment. C'est-à-dire que dès que le roi est éveillé, ils arrivent, et immédiatement après, ils s'en vont, au même titre que la nourrice du roi, qui est considérée comme une personne très proche, et on a l'exemple notamment de la Perrette Ancelin, dame du Four, qui est la dernière nourrice de Louis XIV, qui viendra embrasser tous les matins son royal, je ne sais pas comment l'appeler, son royal roi, son royal enfant, on va dire, jusqu'en 1688, c'est-à-dire que Louis XIV a 50 ans, et elle meurt en 1688, et tous les matins, elle est parmi les premières à venir embrasser Louis XIV. Le suivi médical est permanent et fait même l'objet d'actions spécifiques de la part du personnel. Donc vous le voyez ici, je vous ai mis quelques exemples, notamment sur la gauche, lorsque le roi prend médecine, et le fait que, évidemment, les médecins sont censés accompagner pratiquement quotidiennement le souverain. De même, ce suivi médical est accentué lorsqu'il y a une maladie particulière, et je pense notamment au moment où toute la famille royale, après la mort de Louis XV, on y viendra tout à l'heure, qui est mort de la petite vérole, c'est-à-dire la variole, qui se fera inoculer la variole par, en fait, qu'on a prélevé sur un enfant de 2 ans et demi, qui était donc relativement faible, mais qu'on a mis dans les corps royaux, et à partir de ce moment-là, vous allez avoir un suivi médical quasi quotidien entre le 26 juin et entre le 24 juin et le 29 juin. Et là, vous voyez, je vous ai mis le premier et le dernier bulletin, vous avez toute la famille royale, et on voit tout en haut que tout est bien, tout se termine bien, etc., pour le Louis XVI. À côté de ce suivi médical qui est quotidien, vous avez également les maladies qui peuvent advenir auprès des rois. Et tout en étant rois, les souverains n'en sont pas moins hommes et soumis aux mêmes contingences que celles de leurs contemporains. Alors, ils ne sont pas exempts de maladies, et sans faire un inventaire à la Prévert, je vais revenir à tout seigneur, tout honneur sur le plus grand des rois, comme on le disait à l'époque, c'est-à-dire Louis XIV. Louis XIV, toute sa vie, même s'il a vécu jusqu'à l'âge de près de 77 ans, a été pratiquement malade depuis sa naissance jusqu'à sa mort, et il a connu un certain nombre de maladies réputées mortelles à l'époque, et dans sa jeunesse, il a eu à la fois la rougeole, il a manqué d'être noyé à l'âge de 2 ans, il a eu la rougeole, la scarlatine, il a eu une fièvre typhoïde en 1658 à l'âge de 20 ans qui lui a fait perdre tous ses cheveux, ce qui fait qu'il a commencé à porter perruque là où les aristocrates auparavant portaient naturellement leurs cheveux longs. Et évidemment, comme tout ce que fait le roi est imité, cela a lancé la mode de la perruque. Et finalement, ces maladies ne sont pas totalement anodines, puisque sans conséquence, il a eu également la petite vérole très jeune, et il a été grêlé, et il portera toute sa vie les signes de la petite vérole, comme on peut le voir, je ne vous l'ai pas mis, sur la cire de Benoît, qui est une cire avec empreinte directe sur la figure du roi en 1705, où on voit encore à la fois les poils de barbe naissants, mais également sa petite vérole.
Viennent ensuite les maladies d'adultes. Alors évidemment, comme tous les aristocrates, il subit la goutte, hein, qui est en fait, il mange trop richement, donc il a la goutte. Et également, il a des gros problèmes de dentition assez tôt. Il faut savoir que même s'il est né avec 2 dents, il a dû avoir 3 nourrices parce que il était tellement vorace, il est né avec 2 dents, que ici vous avez la première nourrice qui a abandonné 3-4 mois après la naissance du dauphin en septembre 38. Et finalement, donc c'est la dame Ancelin dont je vous ai parlé tout à l'heure qui restera et qui aura réussi à aller au-delà des dents du dauphin. Ce problème de dents va le suivre toute sa vie, puisque à l'âge de 40 ans, il a déjà pratiquement plus de dents, et surtout, il va y avoir une terrible opération en 1685 où son opérateur pour les dents, le sieur Dubois, va essayer de lui arracher une dent dans le palais supérieur et va lui arracher malencontreusement tout le palais supérieur. Donc, vous avez ici un portrait en majesté de Louis XIV, qui évidemment, Louis XIV ne se baladait pas comme ça dans son palais. Il faut savoir qu'il est juste habillé de la sorte au moment de son sacre, mais c'est un portrait politique. Et même si Hyacinthe Rigaud a voulu le magnifier, lorsque vous approchez, c'est pour ça que j'ai fait un zoom sur le visage, vous apercevez qu'il n'a plus de dents. Il lui restait déjà assez peu de dents, et en 1685, le peu de dents qui lui restait lui ont été arrachées, tant et si bien que vous voyez le journal de santé qui évoque cette communication directe entre le nez et la bouche, à tel point que lorsqu'il buvait, ça ressortait par le nez, et qu'il y avait c'était purulent en permanence, et que pour cautériser la plaie, il a fallu appliquer 14 fois le bouton. Donc, je ne sais pas si vous savez ce qu'est le bouton, mais il faut imaginer un tisonnier avec au bout une sorte de forme de bouton en fer que vous mettez dans le feu et vous l'appliquez 14 fois dans la bouche. Alors évidemment, ça cautérise la plaie, mais il n'y avait pas d'anesthésion à l'époque. Mais on dit évidemment, comme c'est le roi, qu'il a souffert cela très vaillamment, sans souffrir, etc. Autre grande opération, et beaucoup plus délicate, la fameuse grande opération, c'est-à-dire la fistule. L'opération de la fistule anale du roi, qui a commencé à souffrir véritablement à partir de février 1686, en montant à cheval, et il ne se résout à se faire opérer que le 18 novembre au matin, dans le plus grand secret. Et pour réaliser cette opération, son premier chirurgien, Charles-François Félix de Tassy, va créer des ustensiles spécifiques, et donc vous avez ici un écarteur et un scalpel, on va dire en tout cas une espèce de scalpel qui a été testé préalablement sur les prisonniers, parce qu'il ne s'agissait pas évidemment d'aller retirer la fistule du roi sans avoir testé le matériel auparavant. Alors cette opération va être couronnée de succès, le roi va resubir une autre opération quelque temps après, pour fignoler, on va dire, et tant et si bien que ça va être extrêmement à la mode, puisque les courtisans vont tous se découvrir des fistules anales et vont, par courtisanerie, se faire opérer de fistules complètement hypothétiques et imaginaires. Alors, après avoir évoqué ces maladies, comment ne pas évoquer évidemment les dernières maladies qui vont donner lieu à la mort, et notamment la petite vérole de Louis XV. Le corps physique et souffrant du roi est ici pleinement mis à rude épreuve devant la cour, l'événement donnant lieu à des descriptions encore plus précises que le suivi médical habituel. Souvent officielles et rédigées par des courtisans partisans, les chroniques sont édifiantes et présentent le souverain héroïque face à la mort. Il en est ainsi de Louis XIII prônant la simplicité du chrétien pour mourir, tandis que Louis XIV endure vaillamment les souffrances sans ciller. Il est mort d'une gangrène qui commençait à véritablement lui pourrir tout le corps. On a une démonstration véritable de tous ces domestiques qui sont larmoyants autour de Louis XIV. Et on a ce Louis XIV qui, 3 jours avant sa mort, dit à son public « Mais pourquoi pleurez-vous? M'avez-vous cru immortel ?» Donc il a conscience, évidemment, même si Louis XIV représente le roi le plus, celui qui a incarné le plus le roi,
finalement, n'était pas totalement dupe, nous le verrons assez rapidement, de ce double corps. Et de même, avec Louis XV, on a une description extrêmement rapide de sa petite vérole, qui le prend à Trianon le 27 avril 1774. Il rentre rapidement à Versailles, puisque son premier chirurgien lui dit « Sire, c'est à Versailles qu'il faut être malade ». Donc, il est immédiatement rapatrié à Versailles. Et pensant avoir eu la petite vérole dans sa jeunesse, en fait, c'était certainement une varicelle, ou alors ce qu'on appelait une petite vérole volante, la vérole volante, on lui cache son mal, parce que personne n'ose lui dire, parce qu'il ne se voit pas, qu'il va vraisemblablement mourir. Mais sauf qu'au bout d'un moment, toutes les pustules commencent à apparaître sur son corps, et donc il est évidemment au courant de sa maladie. Et ces dernières maladies donnent lieu évidemment à ce qui se prépare, c'est-à-dire la mort du roi. Et donc là, j'en viens à ma dernière partie très rapidement. Donc j'ai commencé à 5, hein, c'est ça, ou 6. Et notamment, cette mort du roi, ou en tout cas les funérailles qui en découlent, appartient l'un des plus grands cérémonials d'État et fait l'objet d'un rituel extrêmement important. Les grands historiens cérémonialistes américains ont développé toute une théorie sur le double corps, et ici je vous mets une caricature qui est assez connue, hein, qui est du 19e siècle de William Thackeray, où en fait, pour illustrer cette théorie du double corps, vous avez évidemment Rex, donc le roi, au milieu Ludovicus, c'est-à-dire Louis, alors sans costume, et lorsque vous faites la synthèse des deux, vous avez Ludovicus Rex, c'est-à-dire le roi Louis XIV. Et cette théorie du double corps, en fait, a été largement démontée depuis ces 20 dernières années, notamment par Monique Châtenay ou encore par Elizabeth Brown, qui ont montré que cette théorie ne fonctionnait véritablement que jusqu'à Henri IV, jusqu'à la mort d'Henri IV, et que Louis XIII va inaugurer, en revanche, un nouveau cérémonial de funérailles. Alors, pour simplifier ce qu'on appelle la théorie du double corps, je me suis permis de prendre ce qu'en disait Gérard Sabatier au moment de l'exposition « Le roi est mort » en 2015 qui s'est tenue à Versailles. Vous voyez, cette définition, c'est essentiellement le double corps tenait au fait que, au moment de la mort du roi, on créait une effigie et vous aviez véritablement deux corps et il y avait une sorte d'interrègne. C'est-à-dire que tant que le roi n'était pas enterré, le temps qu'on prépare son tombeau et son catafalque à l'abbaye de Saint-Denis, le nouveau roi, qui est pourtant pleinement roi à la mort de son père, ne pouvait pas paraître publiquement. Et il y avait cette effigie royale, parce qu'évidemment on ne peut pas exposer, même s'il est embaumé, on en parlera tout à l'heure rapidement, même s'il est embaumé, on ne peut pas laisser indéfiniment le corps du roi auprès du public. Alors tout cela fonctionne très bien jusqu'à l'assassinat d'Henri IV, je vous l'ai dit, et la présence d'une effigie. Toutefois, dans sa volonté de mourir en chrétien, Louis XIII refuse l'effigie, son exposition et son exhibition triomphale dans Paris. Les funérailles royales prennent dès lors un tournant qui inaugure un nouveau rituel, qui sera le même jusqu'à Louis XV. Et il refuse les honneurs pour lui-même, mais non ceux dus au roi. Ainsi, toujours selon Gérard Sabatier, je cite, « Initialement, il refuse la tripartition et l'embaumement, pratique élitiste qui le séparerait du simple chrétien, et d'ailleurs pratique qui était condamnée par un décrétal du pape Boniface VIII en 1299, mais pour laquelle les souverains ne tardèrent pas à obtenir une dispense. » Alors finalement, avec son confesseur, il va accepter cette tripartition du corps, puisque cela permet, pour des raisons de conservation, qu'on puisse lui rendre les derniers hommages quelque temps, puisqu'il sera quand même exposé quelque temps. Donc il accepte finalement cette tripartition du corps. Cela suppose que le cœur, on enlève le cœur, les entrailles, et le corps est enterré à un autre endroit. 72 ans plus tard, c'est-à-dire au moment de la mort de Louis XIV en 1715, Louis XIV va respecter le même cérémonial. Et il va envoyer son cœur chez les jésuites. Vous avez ici le projet, pas le projet, ce qui a été réalisé à l'église
qu'on appelait à l'époque Saint-Louis des Jésuites et qu'on appelle aujourd'hui Saint-Paul-Saint-Louis, qui est rue Saint-Paul à Paris, rue Saint-Antoine, pardon, 99 rue Saint-Antoine à Paris. Donc vous avez ici son monument de cœur. Il faut imaginer au milieu l'urne ici pour accueillir le cœur du roi. Et vous aviez à côté ou en face, je ne sais plus, c'est en face, Philippe, hein, en face, on avait la même chose qui avait été réalisée en 1643, donc beaucoup plus rapidement pour Louis XIII. Tandis que ces entrailles étaient mises dans un tonneau, ce qu'on appelle un tonneau, c'est-à-dire qu'on remplit, et avaient été mis dans l'autel principal du chœur de Notre-Dame, à côté de celle de son père Louis XIII également, et son corps est envoyé à Saint-Denis, à l'abbaye, qui est la nécropole royale des rois de France. Avant que tout cela se passe, il y a le rituel où, à la mort, il est exposé, vous avez une gravure ici, avec un bonnet, comme vous pouvez le voir, et un crucifix entre les mains, donc c'est un peu, évidemment la gravure n'est pas totalement réaliste, mais on retrouve les grands éléments, c'est-à-dire vraiment le bonnet, le crucifix et la couronne notamment, la couronne qui est posée ici. Et ça, on est le 1er septembre. Le lendemain, vous avez l'autopsie du corps et avec l'embaumement. Et là, je vous ai mis également le plan avec les différentes étapes et l'incipit du procès-verbal de l'autopsie royale, où on s'est rendu compte évidemment on le savait, on a mis du temps à s'en rendre compte, mais qu'il avait la gangrène. Je passe très très vite. Les circonstances de la mort de Louis XV, qui est décédé, je vous le rappelle, de la petite vérole, qui était une maladie extrêmement contagieuse, va accélérer quelque peu le cérémonial, et le bulletin médical a été quotidien depuis le 27 avril 1774, au moment où il a été déclaré malade, et seule Marie-Antoinette, qui avait été inoculée dans sa jeunesse à Vienne de la petite vérole, ou encore Mesdames et Madame du Barry se relaient jour et nuit auprès du moribond. Il rompt son dernier souffle le 10 mai à 3h15 de l'après-midi, et sa mort est annoncée immédiatement après par le grand chambellan qui, selon la tradition, paraît avec un chapeau, avec une plume blanche, avec une plume noire, en disant « Le roi est mort ». Il se retire, revient avec un chapeau avec une plume blanche pour crier « Vive le roi », sous-entendu « Vive le nouveau roi », c'est-à-dire Louis XVI. Et évidemment, la monarchie ne souffre pas de vacances, et en raison de la contagion, le cérémonial est accéléré. Et là, vous avez la description, tout cela pour vous dire que finalement, dès 2 jours après, il est emmené à Saint-Denis. Alors, on a souvent dit que tout cela avait été accéléré, que c'était parce qu'on n'aimait plus Louis XV. En fait, c'est vraiment en raison de la maladie et du risque de contagion que tout ça est accéléré, mais il a quand même les honneurs qui lui sont rendus. Alors, au terme de cette conférence, il convient de revenir quelque peu sur notre sujet, et notamment de voir que tout au long de sa vie, le corps du roi a fait l'objet d'une attention particulière tenant à la sacralité de la majesté royale. Pourtant, cette sacralité, comme le démontre fort bien Fadiel Lage dans son livre sur le sabordage de la noblesse, a été fortement entamée au cours du XVIIIe siècle, voire avant. En refusant de communier depuis de longues années pour cause de vie dissolue avec ses maîtresses, Louis XV refusait de facto d'exercer son pouvoir thaumaturgique, dévolu au roi très chrétien. L'absence de cérémonial, même si les progrès scientifiques et philosophiques avaient fortement diminué la croyance en ce pouvoir, accentua la désacralisation de la personne royale. Cette mésentente entre le roi et son peuple grandit fortement sous le règne de Louis XVI pour aboutir à une désacralisation complète du corps royal, aboutissant à la décapitation du monarque et le bourreau exhibant fièrement à la foule la tête du roi déchu. Pour marquer pleinement cet aspect, le corps fut jeté dans la fosse publique et couvert de chaux pour éviter toute funéraille, et cette exécution n'empêcha pas quelques nostalgiques d'essayer de récupérer des reliques, prouvant par là que le corps revêtait encore quelques sacralités pour certains. Ce n'est pas le cas des révolutionnaires les plus acharnés qui n'hésitèrent pas,
en octobre 1793, a exhumé les tombeaux à Saint-Denis, ici notamment en octobre 1793, pour anéantir totalement le corps des tyrans. Le procès-verbal de ces exhumations, mais aussi les gravures réalisées à cette occasion, nous apprennent que les techniques d'embaumement étaient bien maîtrisées, puisqu'on y apprend, je cite, que quelques-uns de ces corps étaient bien conservés, surtout celui de Louis XIII, reconnaissable à sa moustache. Louis XIV l'était aussi par ses grands traits, mais noirs comme de l'encre. Ceci est confirmé par le témoignage de Henri-Martin Manteau, qui mentionne, je cite, qu'à l'ouverture de ce cercueil, c'est-à-dire celui de Louis XIV, le 14 octobre 1793, on reconnut ce monarque. Sa haute taille, son âge au temps de sa mort et les mêmes traits caractéristiques que les arts ont fait revivre, le corps bien conservé était d'une couleur ébène. Quelques corps, en revanche, à l'instar de celui du dauphin, fils de Louis XIV, ou encore celui de Louis XV, étaient très mal conservés. Et la description officielle de l'exhumation de Louis XV le 16 octobre, je sais pas, là, ça c'est des... la description, vous l'avez sur la gauche et ça continue en haut à droite, dont le cercueil était resté à l'endroit habituel, c'est-à-dire dans l'attente de l'arrivée de la dépouille de son successeur, mentionne ainsi la totale putréfaction du corps, lequel n'avait, je cite, pas la même figure, pas même la figure d'un cadavre, tout son corps se dissolva, sic, en putréfaction, et il en sortit une odeur si infecte qu'il ne fut pas possible de rester présent. On brûla la poudre, on tira plusieurs coups de fusil pour purifier l'air, on le jeta bien vite dans la fosse sur un lit épais de chaux vive et on le couvrit encore de chaux et de terre. La Restauration tenta de réparer cette profanation. Là, je vous ai mis le corps de Louis XV tel qu'il a été décidé par Lenoir au moment de l'exhumation, et tenta notamment de récupérer les restes humains des rois et de leurs familles pour les inhumer à nouveau dans la crypte de Saint-Denis. Je termine sur ça, et je vous remercie de votre attention. Je vais t'inviter à te rapprocher et à t'asseoir, si tu veux bien. Hop, pour ça. subir un interrogatoire en règle. Ouais, j'arrive. Je prends mes notes au cas où. On sait jamais. Et puis ensuite, on ouvrira les questions au public, si tu veux bien. Ouais. Merci beaucoup pour cette présentation qui nous a vraiment montré la complexité du corps du roi et puis le fait que ça n'est pas un corps comme les autres. Et je trouve ça important dans une faculté de santé, pas simplement médecine, mais santé dans sa globalité, de travailler aussi sur d'autres corps qui ne sont pas des corps habituels, entre guillemets. Alors forcément, ça éveille des questions pratiques, et donc je vais évidemment me faire plaisir dans ces questions. Tu nous as dit qu'on ne touche pas le corps du roi aussi facilement que ça. C'est un corps qui a été oint par le Saint-Crème, c'est un corps qui est à mi-chemin entre l'humanité et la divinité. Néanmoins, dans la vie quotidienne, donc le médecin, le chirurgien, le barbier le touchent, son épouse aussi, j'espère, mais pas forcément aussi facilement que ça en public. Mais qu'en est-il des enfants? Qu'en est-il des familiers? Qu'en est-il du prêtre? Est-ce qu'on peut, en public, comme ça, prendre la main du roi? Est-ce que l'épouse peut lui faire un câlin, l'embrasser sur la joue ou autre chose? Non. Pardon pour le caractère un peu familier, mais ce sont des questions. Non. Quel comportement face à un corps comme celui-ci? Non, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, je pense que pour le corps médical, ce qu'on appelle la faculté, là, il y a vraiment un côté technique et mécanique qui est officiel et qui ne pose pas de problème, et y compris le matin lors de son lever du roi, même s'il est public, ce qui est d'une impudeur, ce qu'on peut imaginer d'une totale impudeur, puisqu'il se lève en public, etc. En fait, le roi n'est jamais tout nu devant la personne qui regarde son lever. Il y a 2 valets de chambre qui tiennent une robe de chambre pour le cacher, mais sachant qu'il dort avec une longue chemise, donc le temps qu'on enlève la chemise, on a déjà mis des chausses, etc. Et évidemment, il n'y a aucun contact physique en public entre le roi et la reine, et même avec ses enfants. Ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle, et encore, qu'il va y avoir une sorte de vie familiale que va mettre en place progressivement. Alors on a cette idée un peu étonnante de l'imaginaire du XIXe siècle, où on voit Henri IV avec ses enfants sur son dos.
C'est inimaginable, mais en revanche... Rapporté pourtant, malgré tout, par l'ambassadeur de Venise. « Monsieur, avez-vous des enfants ?» L'ambassadeur répond « oui », et il répond « souffrez dans ce cas-là que je finisse de faire le tour de la pièce avec mes enfants sur le dos. » Je les connais pas. On a quand même... C'est un de mes patients, je suis obligé. Donc, on a quand même cette attestation. En tout cas, le tableau qu'on a... Il est idyllique, voilà, il est fantasmé. Voilà. Mais en fait, les enfants déjà, jusqu'à l'âge pratiquement de 7 ans, ne paraissent pas à la cour. Déjà. Ils sont élevés par la gouvernante jusqu'à l'âge de 7 ans. Ils passent, quand ce sont des hommes, aux hommes à l'âge de 7 ans auprès d'un gouverneur. Et ils peuvent paraître. C'est-à-dire qu'à Versailles, évidemment, ils ont des appartements, mais on les voit très peu dans la petite enfance parce qu'ils sont nourris à l'extérieur. Il y a même l'hôtel des nourrices, etc. Et c'est Marie-Antoinette qui va exiger de garder ses enfants auprès d'elle. Alors, on a fait de Marie-Antoinette une mère moderne. Alors, effectivement, elle aimait beaucoup les enfants, etc. Mais on va non plus en faire une mère poule complètement avec ses enfants. Même si c'est dans l'air du temps, parce qu'on a l'Émile de Rousseau qui est paru, etc., qui a une naissance de l'intimité qui est en marche depuis le XVIIIe siècle. Donc, le contact, c'est porte fermée et pas devant le public. Donc, évidemment, il y a contact avec la reine. Lorsque le roi veut aller voir la reine, parce que c'est le roi qui se rend chez la reine et ce n'est pas l'inverse, c'est lui seul qui décide. Donc, il dort seul dans sa chambre, avec son premier valet de chambre qui a son lit au pied de son lit. Mais on a des témoignages assez marrants. C'est dans les mémoires du duc de Luynes, où se pose la question à un moment de savoir de quel côté on met le verrou dans le passage qui va de chez le roi à chez la reine. Et évidemment, Louis XV décide que le verrou est du côté du premier valet de chambre et non pas du côté de la première femme de chambre. Donc c'est vraiment lui qui décide s'il va chez la reine. La reine ne se rend pas chez le roi. Merci pour ces détails pratiques. Alors, on va rentrer dans d'autres détails pratiques aussi. Il y a des soins corporels. Le roi va se faire couper les ongles, couper les cheveux, etc. On va récupérer son sang également dans une sorte de petite bassine quand on va le saigner. Et Dieu sait que Louis XIV va être pas mal saigné pendant son existence. Et puis, côté reine, il y a un autre sang aussi qui, lui, coule de façon spontanée. Ce sont les règles, le sang menstruel. Que deviennent ces différents fragments du corps humain royal je ne sais pas. On n'a pas d'attestation, on ne sait pas ce que ça devient. Je t'avoue que je ne me suis jamais posé la question. C'est peut-être normal que tu ne te sois pas posé la question. J'en sais rien. Les cheveux, déjà il n'y a plus de cheveux Louis XIV, donc ça règle le problème. Ça c'est vrai. Puisqu'il y a un perruquier qui est chargé de courir toute la France pour trouver des cheveux longs naturels châtain clair, qui est sa couleur normalement naturelle. Châtain clair, d'accord. Voilà. On a la perruque sur la cire dont je parlais tout à l'heure et que j'aurais dû mettre en représentation, est une véritable perruque de Louis XIV, qui a été trop exposée à la lumière et donc qui est devenue un peu grisâtre, mais on voit la véritable couleur au bout des mèches, la véritable couleur de cheveux. En revanche, pour ce qu'on appelle les menstrues à l'époque, pour les femmes, c'est extrêmement scruté. On en a un détail en revanche pour Marie-Antoinette, parce qu'évidemment, comme Marie-Antoinette et Louis XVI vont mettre 8 ans à avoir un problème, il va y avoir une auscultation à la fois de la dauphine, et non pas après quand elle sera reine, parce qu'elle ne tolérera plus, mais le dauphin, donc c'est-à-dire le duc de Berry, futur Louis XVI, sera ausculté par la Sonne, le médecin du roi, et il est très difficile de conclure, parce qu'on a parlé d'impuissance du roi, on a parlé de phimosis, de canal étroit pour la reine. Après, il y a des frustrations et des blocages psychologiques pour Marie-Antoinette et pour Louis XVI. En revanche, là, on a des détails sur l'idée que les médecins, tous les matins, vont vérifier les draps de la reine pour voir si l'hymen a été... Ah oui, d'accord. Mais après, te dire ce qu'ils ont fait des palettes de sang qu'on a tirées, je n'en sais rien. On va enquêter dans les latrines de Versailles. Voilà. Tu as parlé du masque mortuaire, enfin du masque justement réalisé du vivant de Louis XVI, et je rebondis là-dessus. De Louis XIV, pardon, j'ai lapsusé. Que deviennent justement les masques, cette fois-ci mortuaires? Est-ce qu'on a une mode, entre guillemets, est-ce qu'on a un rituel également de réaliser des masques mortuaires, notamment pour ces effigies dont tu nous as parlé, jusqu'à Henri IV jusqu'à Henri IV, et après. Alors,
Point d'interrogation. Bah, je pense qu'on les a conservés. Après, toi-même, je crois que tu le dis, que c'est pas sûr que ce soit celui d'Henri IV, le Non. masque mortuaire qui a été fait. Henri IV, a priori, c'est le bon. Henri II, on ne sait pas très bien. Voilà. Mais surtout, Louis XIII et Louis XIV, on n'a pas de masque mortuaire. Non, on n'a pas de pour masque eux. mortuaire parce que c'est pas, comme il n'y a plus d'effigie, il n'y a pas lieu. Alors, et en plus, la prise d'empreinte peut être postérieure, en plus, bien après la mort. Donc, en tout cas, ce n'est pas noté de façon contemporaine, au moment de la mort de Louis XIII et de Louis XIV, qu'il y a un masque mortuaire réalisé. Donc, si on veut avoir le véritable visage de Louis XIV, les gravures, les sculptures, c'est peut-être un petit peu idéalisé. C'est presque ce visage de cire. C'est ce masque en prise d'empreinte directe. Là, on a le véritable. C'est-à-dire que là, c'est d'un réalisme. Déroutant. Déroutant parce qu'on voit son visage en 1705, donc 10 ans avant sa mort, c'est-à-dire qu'il a 67 ans. On voit les points de barbe naissantes, on voit ce nez totalement bourbon. On s'est même posé la question si ce n'était pas ses propres poils de barbe qui avaient été insérés dans la cire. C'est Pierre Benoît, et pas Pierre Benoît, je ne sais plus quel est son... Antoine Benoît, qui a réalisé cette cire. Mais ce n'est pas très à son avantage. Enfin, je ne sais pas si vous la connaissez, si vous avez déjà vu cette effigie. C'est pas... Non. C'est pas glorieux, mais quoi. en même temps, on le voit avec nos yeux d'aujourd'hui. Après, il faut savoir que, puisqu'on parle du corps et qu'on a souvent dit que Louis XIV était petit pendant de nombreuses années, jusque dans les années 60, 1960, on a cru que Louis XIV mesurait qu'à 1m62 du fait qu'on se basait sur une armure de parade qui avait été offerte par la République de Venise, qui faisait partie de ses cadeaux diplomatiques, mais qui étaient des armures qui n'étaient pas faites pour être portées, et on a cru que Louis XIV l'avait portée. Finalement, c'est Jean-Christian Petit-Fils qui est revenu très largement sur ce sujet, qui a évoqué déjà la grande Chancel qui parlait de sa taille en pouces, qui parle d'un homme entre 1m78 et 1m84. Pas mal. Et par ailleurs, on a également une armure dont on est sûr qu'il l'a portée, qui est conservée au musée de l'armée à Paris, et qui est faite effectivement pour un homme entre 1m78 et 1m84. Ajoutez à cela la perruque, plus les talons, etc., c'est quelqu'un qui, lorsqu'il devait se déplacer, devait en imposer. Il portait beau. Voilà. Et alors évidemment, après, tous les mémorialistes sont des gens de la cour qui ne vont pas dire du mal de Louis XIV, et donc il est forcément beau, forcément grand, forcément formidable. Mais le visage hiératique qu'on voit de cette cire, finalement, si c'est pas à son avantage, on le voit avec nos yeux d'aujourd'hui, et c'est un vieillard en fait. Mais en tout cas, quand on réouvrira l'ossuaire qui est à la basilique Saint-Denis, ce que nous espérons, et qu'on réattribuera ensuite chacun des ossements aux différents souverains, le crâne de Louis XIV sera quand même assez facile à identifier avec cette grosse absence d'os au niveau du palais osseux. Tout à fait. Oui, c'est-à-dire que... Ce sera un argument de facilité, si on peut dire. Oui. Bon. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions à poser à Mathieu d'Avignat à propos de cette présentation qu'il nous a faite du corps du roi, des funérailles royales, dont on peut se demander si elles existent aussi ailleurs. Est-ce que alors, cette pompe funèbre existe? Alors, les funérailles avec effigie existent en Angleterre. Toujours maintenant? Maintenant, j'ai pas fait attention pour Elisabeth II, j'ai pas vu d'effigie. Non, il n'y a pas d'effigie, mais en tout cas à l'époque. D'accord. J'avoue que je n'ai pas suivi les 36 heures je ne sais plus combien de Tu t'es endormi avant? Non, je n'ai même pas regardé. Non, à l'époque, en tout cas, l'effigie royale est toujours d'actualité en Angleterre. Et le corps en Espagne, là je suis passé très vite tout à l'heure, mais il y a le système aussi on a l'autopsie pour voir évidemment de quoi est mort le roi, et l'embaumement, donc tu le connais par cœur, c'est là où on enlève les entrailles, etc., et le cœur, et on remplit de tout ça d'aromates, et on recoue tout ça pour... on ferme le corps du roi d'abord dans un cercueil de plomb sur lequel on met une plaque d'argent ou une plaque de cuivre sur laquelle est écrit Sigie, le corps de très haut, très puissant, très vénérable, etc., prince, etc. Et on remet ce cercueil de plomb dans un cercueil de chêne sur lequel on met le poil, ce qu'on appelle le poil, c'est-à-dire le drap funéraire royal, et le cercueil va être porté
à un emplacement à la basilique Saint-Denis, à l'entrée du caveau, où il va rester jusqu'à ce que le corps suivant arrive. Donc, c'est-à-dire, ça prend du temps, puisque Louis XIII est resté 72 ans à cet emplacement. Et au moment où il y a l'exhumation des tombeaux en 1793, le cercueil de Louis XV est un emplacement où il est. Mais alors, du coup, ta question, c'était quoi? C'était... Est-ce qu'il y a d'autres embaugements voilà. comparables à celui-ci ou effigies ailleurs en Europe, a priori, Oui. non. Et je ne sais pas si vous savez, mais les rois de France, notamment les Bourbons, ne sont pas enterrés. Ils ne sont pas inhumés. On ne creuse pas la terre pour les mettre en terre et ensuite on les recouvre de terre. Les rois de France sont déposés dans une crypte, dans leur cercueil que vous a décrit Mathieu, sur des tréteaux en fer forgé. Parce que les Bourbons, qui ont été oints par le Saint-Crème, au moment de la ressuscitation, quand on sera tous dans la vallée de Josaphat en train de faire la queue, eh ben nous, on va perdre du temps parce qu'il va falloir qu'on sorte de terre, mais eux, ils seront au premier rang parce qu'ils auront gagné du temps en n'ayant pas été Ils ont quand même été enterrés. sortis en 93. Alors, des questions pour Mathieu? Profitez-en. Ah, madame est pragmatique. Voilà. Si le C'est cercueil est l'âme en plomb. qui va sortir à travers. Voilà. L'âme transpire. Une fois qu'il n'y a plus de roi de France, disiez-vous? Quand il n'y a plus de royauté en France, qu'elle a été dirigée par d'autres systèmes politiques, est-ce que la personne dirigeante de la France suivait les mêmes rituels, même s'il n'y avait plus de lien avec la religion, comme on vient de nous l'expliquer, qu'il était... Alors, est-ce que les funérailles des présidents de la République est comparable à celle des rois de France? Alors, par certains points, je vous invite si vous avez la possibilité de regarder le catalogue qui avait été fait à l'occasion de l'exposition Le Roi est mort en 2015. Il y avait un article de Ben Amos sur les rites républicains et notamment sur les funérailles, que ce soit celles des présidents de la République, soit celles des grands hommes, notamment Victor Hugo, qui va défiler dans tout Paris, dans son carrosse, où il y a une foule énorme, alors je ne sais plus combien de centaines de milliers de personnes, qui assistent aux funérailles de Victor Hugo. En revanche, je ne crois pas me tromper, il n'y a pas d'embaumement et de tripartition des corps, ça c'est sûr. Mais l'embaumement, je ne sais pas, parce que après, dans les autres pays, qui sont souvent des tyrannies, que ce soit en Russie ou... ça n'engage que toi. Ça n'engage que moi. Je ne veux pas te mouiller. Non, mais en tout cas, dans des régimes autoritaires où le pouvoir est extrêmement fort, je pense à Lénine ou en Corée du Sud, etc., l'exposition du corps se fait encore aujourd'hui. Et donc, ça suppose évidemment un embaumement. Et beaucoup plus près et moins autocratique et beaucoup moins important, la princesse Grace de Monaco, elle, pour le coup, a été embaumée et présentée. Ou le pape. Les funérailles papales. Oui. Mais pour les personnes qui sont du commun, entre guillemets, qui ne sont ni dirigeants ni grands hommes politiques, je pense à Chopin, par exemple, je pense à Buffon. Chopin, comme vous le savez, est enterré quelque part et a son cœur ailleurs. Et puis Buffon, lui, quand il est mort, donc là on est plus franco-français, entre guillemets, lui, il avait offert son cerveau à la veuve de Necker, dont il était particulièrement amoureux. Il avait donné son cœur au Muséum national d'histoire naturelle et son corps avait été déposé à un troisième endroit. Et il y a eu une tractation devant notaire, un échange entre le Muséum d'histoire naturelle et la veuve qui disait non, moi c'est plutôt son cœur que je voudrais plutôt que son cerveau. Donc du coup il y a un échange entre les deux et le cerveau a été retrouvé il y a quelques années dans le piédestal d'une des statues de Buffon au Muséum national d'histoire naturelle. Donc cette partition de corps, cet embaumement se fait aussi. Il y a une sorte d'imitation, parce que Alexandre Bontemps, qui était premier valet de chambre de Louis XIV, a envoyé son cœur dans l'hôtel, est à l'hôtel de Marly. Ses entrailles sont chez Clou et son corps était à l'église Saint-Louis en Lille. Et je me rappelle être allé benoîtement au début de ma thèse avec la sépulture, avec l'achat de la sépulture à vie pour demander au bedeau où était la troisième chapelle à droite en partant du chœur, en espérant qu'il y aurait encore la sépulture de Bontemps, mais évidemment tout cela avait été bien évidemment relevé et massacré pendant la Révolution. Monsieur. Oui, vous avez dit qu'il n'y avait pas eu de masque de fée
Alors, sur Louis XIV ou Louis XV. Dernièrement, j'ai vu une émission sur la mort de Napoléon et à Sainte-Hélène. Peut-être vous avez participé à cette émission, je ne sais pas. Mais juste les à cœurs de roi. Sainte-Hélène, il y a eu des masques qui ont été faits et il y a toute une polémique sur le nombre de masques, sur le véritable masque. Alors je voulais savoir si c'était une coutume anglaise, parce que c'était les Anglais quand même qui ont drivé la mort de Napoléon. Et est-ce que les rois anglais aussi faisaient des masques ou non? Voilà. Alors tout ça dépasse mes connaissances. Moi, je peux, mais tu peux répondre. Oui. Toi, En fait, la tradition des masques mortuaires est une tradition qui est vraiment ancienne et antique en l'occurrence. C'était des masques qui étaient faits pour les personnages importants dans l'Antiquité romaine. Et ces masques mortuaires en plâtre étaient déposés sur un autel des ancêtres avec les dieux Lar du foyer. Et lorsqu'on faisait des funérailles, les ancêtres, leurs masques mortuaires étaient portés par les esclaves et accompagnaient le nouveau mort jusqu'à la sépulture. Une façon de dire que les anciens morts venaient chercher les nouveaux morts. Et la tradition est restée pour des personnalités importantes. Peut-être les empereurs ont-ils fait l'objet de masques mortuaires, en tout cas on n'en a pas la trace ni la preuve, mais dès la période de la Renaissance italienne, on dispose de masques mortuaires de personnages importants. Si vous allez à Florence, vous pourrez voir le masque mortuaire de Dante, par exemple. Et puis d'autres personnages de cette époque, notamment de la famille d'Aragon, quand on descend à Naples cette fois-ci. Et puis la mode ensuite a diffusé, vous avez quelques masques mortuaires en Allemagne, vous avez le masque mortuaire de Luther, ainsi que les deux mains de Luther, dont une présente d'ailleurs les restes, on a publié dessus, les séquelles d'un accident vasculaire cérébral vraisemblable qu'il a réalisé, avec une paralysie importante. Et puis vous avez des masques mortuaires en effet pour la cour royale d'Angleterre, dont une partie malheureusement a été abîmée lors du Blitz et de la destruction en partie de Londres pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est quelque chose qui à la Renaissance, au XVIIe, XVIIIe siècle, était vraiment assez diffusé aux hautes couches de la société. Et toujours maintenant, si vous allez au PFG, vous pouvez tout à fait demander, je ne fais pas de la publicité, hein, les autres maisons funéraires sont très bien aussi, mais vous pouvez très bien cocher la case dans le forfait funéraire de un masque mortuaire pour le défunt. Généralement, c'est pas en plâtre, c'est plutôt soit en résine époxy, soit en bronze. Et on avait réalisé une enquête anthropologique qui montrait que 80% des gens qui le commandaient ne les récupéraient pas. Parce que c'est tellement réaliste, quand ils le voient et qu'ils l'ont en main, ils disent non. En fait, c'est comme si j'avais un fantôme face à moi. C'est hyper réaliste. La finesse d'un masque mortuaire, un jour, et on les présentera bientôt dans le hall d'entrée de la fac ici, de l'UFR, le masque mortuaire de Robespierre, par exemple, prétendument, ou le masque mortuaire réel de Napoléon Bonaparte, on les présentera et vous verrez le réalisme absolu de ces masques où on a les toutes petites cicatrices, les grains de beauté, les rides également. Donc on comprend que pour nos contemporains, ça puisse être un peu dérangeant de voir grand-papa ou maman comme ça quand on est déjà dans un deuil qui est extrêmement frais. Voilà. Donc ça n'a pas disparu. Peut-être une dernière question et ensuite il faut vraiment qu'on libère les lieux. Si vous voulez bien. Monsieur, merci. Bon, c'est moins pour la naissance et la mort, mais plutôt sur la santé des rois, qui a toujours été assez défaillante en France, depuis Charles VI un peu fou, Charles IX un peu tuberculeux, Louis XIII peut-être maladie de Crohn, Louis XIV multirécidiviste, plus la petite des rôles pour Louis XV, et il y a des maladies dont on parle assez peu, qui peut-être ont été inaugurées par Louis XIV, qui était réputé pour avoir un grand nombre de maîtresses. Et donc, en ce qui concerne ces maladies dites honteuses, voilà, donc si vous avez une ou deux informations, et peut-être que vous pourriez nous dire comment la marquise de Maintenon, en 1683, a pu épouser Louis XIV édenté, sûrement avec une haleine insupportable. Voilà, ça c'est tout. Merci. Alors, effectivement, Louis XIV a été noté de façon un peu pudique en 1654, je crois, ce qui devait être une blénorragie, mais... La ch'touille, quoi. C'est-à-dire qu'on ne dit pas les choses, c'est-à-dire que le médecin ne dit pas les choses et fait mine de s'étonner, puisqu'il dit « je ne comprends pas, le roi qui est si chaste, etc., comment il a pu attraper, alors qu'on sait très bien qu'il a été déniaisé vers, on va dire, 13-14 ans, par Madame de Beauvais, qui était la première femme de chambre de sa mère, Anne d'Autriche. À qui il manquait un œil, je crois. Voilà, qu'on appelait Cato la Borgnesse. Ouais. Donc, Catherine de Beauvais, Cato la Borgnesse.
et qu'il a, pour utiliser les termes de l'époque, troussé un certain nombre de jeunes filles domestiques, mais après il s'attachait, quand il s'agissait de sa maîtresse, de choisir parmi la haute aristocratie, ce que ne fera plus Louis XV. Et par rapport au fait qu'il soit complètement édenté en 1683 et qu'il soit mauvais, en fait, le rapport amical qui s'est transformé en rapport amoureux est bien antérieur, avant le mariage de 1683, et sans même, je ne vais pas, parce que c'est un sujet assez compliqué, de déterminer si oui ou non il a couché avec Madame de Maintenon avant 1683 ou dès lors qu'il a été marié. Je pense qu'il n'a pas attendu 1683 de façon personnelle. Et tout cela pour dire que aussi c'est un moment où ils se sont bien trouvés, à un moment donné où Louis XIV se rangeait lui-même aussi, c'est-à-dire qu'il commence à avoir un certain âge. Madame de Maintenon, qui l'accompagne depuis, on va dire, qu'il connaît depuis 1669 et la naissance du premier enfant qui n'a pas survécu, de Madame de Montespan et de Louis XIV, qu'elle a fait un travail remarquable auprès des enfants bâtards, et notamment du duc du Maine, qui était bossu, pas bossu, mais qui est boiteux, et qu'elle a emmené aux eaux de Forges, pas de Forges, les eaux de Barège, etc., et qu'elle arrive toute souriante lors des 6 ans, et elle présente, elle n'a pas prévenu Madame de Montespan, et elle fait la surprise au roi de lui montrer son fils, qui était le fils préféré de Louis XIV, Marché, etc. Donc il y a une amitié qui est née dès les années, milieu des années 1670, et il s'est mis en règle, en fait, avec l'Église en 1683. Moi, je pense que c'est aussi cela, même si elle évoque dans sa correspondance, je crois qu'on est dans les années 1705-1710, qu'elle doit subir ces assauts quotidiens et réguliers, peut-être pas quotidiens, mais réguliers. Elle s'en plaint auprès de son confesseur, qui lui répond Madame, je ne sais plus quelle est la phrase, qui est extraordinaire, souffrez, ce que beaucoup font par devoir, est-ce que vous pouvez faire par plaisir? Voilà. Et pour répondre à votre question aussi, il y a le prestige du roi. Le prestige efface la disgrâce physique éventuelle. Pardon, on l'a vu aussi. C'est une personne sacrée, et elle est extrêmement religieuse. D'avoir été remarquée. C'est une bénédiction, si on peut dire, de pouvoir coucher avec le roi, quel que fût son état. Et on voit la même chose. On voit la même chose avec Henri IV également, quand on a travaillé sur la tête d'Henri IV, qui en 1610 avait encore un beau succès. Quand Ravaillac a abrégé ses souffrances, si on peut dire, il ne lui restait plus que 4 dents. On disait qu'il empestait l'ail parce qu'il en consommait beaucoup. Non, c'est parce qu'il avait des abcès qui faisaient 2,5 cm dans la bouche et que la nourriture faisandait littéralement à l'intérieur. Donc, et pourtant, ça marchait très bien avec la jante féminine. Donc non, je crois beaucoup au prestige. Et pour la première partie de votre question, vous avez fait une suite de rois qui étaient malades les uns après les autres. On est peut-être 150 à peu près dans la salle. On est tous malades. N'oubliez pas que tout homme bien portant est un malade qui s'ignore. Donc, voilà. Moi, je vais pas chez les médecins, tu vois. Tu viens à la fac, c'est pire. Bon, merci beaucoup en tout cas de votre présence aujourd'hui. Merci à Mathieu. Et je vous donne rendez-vous le 26 juin prochain, où nous recevrons ici la reine Bana, qui vient du Cameroun. Elle appartient à la population Bamileke, et elle nous parlera justement du corps dans ce contexte-là, qui est celui de l'Afrique subsaharienne, et puis de tout ce qui entoure ce corps en termes de maladies, de naissance, grossesse, etc. Merci pour votre fidélité, à bientôt. Merci beaucoup.